Bonjour Manon Aubry. Bonjour. C'est un coup de tonnerre assez stupéfiant qui s'abat sur le Parlement européen. 4 personnes ont été inculpées et écrouées ce week-end, dont la vice-présidente grecque Eva Kaili, dans le cadre d'une enquête pour corruption en lien avec le Qatar. Le 24 novembre dernier, vous avez publié une vidéo sur Twitter à propos des discussions sur le vote d'une résolution visant à dénoncer les violations des droits de l'homme au Qatar dans le cadre de l'organisation de la Coupe du Monde de football. Vous disiez alors que vous aviez l'impression que vous aviez face à vous un certain nombre de représentants du Qatar. Est-ce à dire que vous soupçonniez déjà à ce moment-là, le 24 novembre, donc une affaire de corruption ? Oui, je le soupçonnais. Évidemment, j'avais pas de preuves à ce moment-là, donc je me contentais de poser la question. Et la question que j'avais posée, c'est dans quelle mesure le Qatar avait-il infiltré les négociations du Parlement européen. Il se trouve qu'à peine un mois plus tard, on a une réponse qui est assez claire avec ce scandale, qui est peut-être le pire scandale de l'histoire des institutions européennes, le pire scandale de corruption qui touche au plus haut niveau, une vice-présidente socialiste qui a été écrouée, plusieurs assistants qui ont été arrêtés, des bureaux du Parlement européen qui ont été perquisitionnés. Et la raison pour laquelle je m'en suis rendu compte, des sommes d'argent liquide, plus de 600 000 euros qui ont été retrouvés. Et la raison pour laquelle je me posais la question à ce moment-là, c'est qu'on avait un certain nombre d'indices, un faisceau d'indices assez clair. D'abord, cette résolution pour dénoncer les violations des droits humains, ça faisait plus d'1 an que je me battais au Parlement européen pour l'obtenir. Systématiquement, le groupe socialiste et le groupe de la droite s'y sont opposés. À un tel point qu'au moment de l'ouverture de la Coupe du Monde, j'ai transféré ma demande de la conférence des présidents où je la faisais à l'ouverture de la session plénière. On a réussi à l'obtenir à quelques voix près. Et à partir de ce moment-là, les socialistes ont tout fait, absolument tout, pour bloquer toute condamnation ferme du Qatar dans le texte final. Et c'était le 2 poids 2 mesures entre la manière dont on pouvait condamner la FIFA d'un côté et de l'autre, ce qu'on pouvait dire sur le Qatar, était assez sidérant, à un tel point qu'ils ont même, dans une résolution qui devait parler de violation des droits de l'homme, ils ont loué les mérites de la relation diplomatique, le rôle énergétique que jouait le Qatar. Début novembre, la vice-présidente Eva Kaili, la vice-présidente du Parlement européen, s'était rendue au Qatar. Elle avait eu des propos très élogieux sur les progrès de ce pays en matière de droit du travail. Là aussi, ça vous avait alerté, vous vous étiez dit, il y a anguille sous roche, comme on dit familièrement ? Ce n'était pas la seule, d'ailleurs. Un certain nombre de députés se sont rendus sur place. J'ai été aussi frappée par l'évolution de la position de certains députés au gré de leur visite au Qatar. Certains qui condamnaient l'attribution de cette Coupe du Monde au Qatar il y a quelques années en sont venus louer les mérites. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que je ne fais jamais dans les négociations. J'ai été tellement frappée par les prises de position. Ces négociations, elles se déroulent à huis clos. Et ils profitent souvent de ce huis clos pour tenir des positions qui sont absolument insupportables. Et là, pour la première fois de ma vie, de mon expérience au Parlement européen, j'ai pris des notes. Et par exemple, un des rapporteurs a remis en cause le fait qu'il y ait eu 6500 morts sur les chantiers de la Coupe du Monde, a dit que l'enquête du Guardian n'était absolument pas fiable. Voilà le type de propos qu'il tenait pour essayer de préserver à tout prix les intérêts du Qatar, qui étaient à l'affût dans les couloirs pour essayer de convaincre les députés. Vous aviez des soupçons, mais aviez-vous connaissance d'une enquête en cours ? Non, je n'étais absolument pas au courant d'une enquête judiciaire en cours. Par ailleurs, je me tiens aussi à disposition de la justice pour raconter ce qui s'est passé en coulisses, parce que je pense que ça peut éclairer une partie de cette enquête. Comment marche, selon vous, ce type de tentative de corruption ? Au fond, qu'est-ce que peut espérer un pays par ce genre de méthode ? On le voit très clairement, préserver les intérêts du Qatar. Et dans une résolution qui devait parler... c'est une résolution. Une résolution n'est pas contraignante. Ça fait partie des outils diplomatiques assez importants. Ouais. Et on voit très bien que le Qatar a tous les maillons de la chaîne des institutions européennes tentent d'influencer. Un exemple aussi assez clair, la minute où nous obtenions le fait qu'il y ait une résolution, l'ambassade du Qatar m'a contactée. J'ai évidemment décliné, mais manifestement, certains de mes collègues n'ont pas eu les mêmes scrupules. Donc on voit bien qu'ils sont à l'affût. Ils vous ont contacté sans précision. Ils m'ont contacté pour demander un rendez-vous. Pour être honnête, à ce moment-là, comme je me doutais de l'influence qu'ils avaient, j'ai hésité à le faire avec un micro caché pour voir ce qu'ils avaient à me proposer. J'aurais peut-être dû le faire, j'aurais eu des réponses assez éclairantes. Mais on voit le lobbying extrêmement agressif. Et moi, j'ai envie de dire qu'en fait, on ne peut pas
acheter des députés européens comme on achète des clubs de foot. Et c'est ce qu'est en train d'essayer de faire le Qatar. C'est pour ça qu'il faut une réponse extrêmement ferme de la part du Parlement européen pour dire que notre démocratie, elle n'est pas à vendre. Et que ces gens-là, ils doivent être sanctionnés et qui pourrissent la vie politique. Et moi, je veux plus les voir dans les institutions. Est-ce que vous vous attendez à des développements importants de cette affaire dans les prochains jours, de nouvelles révélations, de nouvelles personnalités mises en cause ? Clairement, je pense qu'on n'est qu'au début de l'enquête judiciaire. La difficulté pour la police, c'est que, s'agissant des députés, la police ne peut les arrêter qu'en flagrant délit. Donc, ça met un niveau de difficulté supplémentaire. Ce qui a été le cas pour la vice-présidente, puisqu'elle a été mise en examen. Pour les autres députés, ce sera plus compliqué, mais on voit que l'étau se resserre sur certains députés. Je pense au député belge Marc Tarabella, puisque son bureau a été perquisitionné et son domicile a été perquisitionné. Donc, on voit que l'étau se resserre, mais j'ai envie de dire, il y a aussi un groupe dont on parle assez peu, qui est le groupe de la droite, qui a joué un rôle aussi très trouble dans ces négociations. Il y a déjà un collaborateur de la droite qui a été arrêté. Donc on est certainement qu'au début, on est sur la phase émergée de l'iceberg, et je pense qu'il faut derrière regarder aussi toutes les pratiques extrêmement agressives de lobbying de la part des ambassades. Le Qatar n'est pas la seule, malheureusement, à jeter son dévolu sur le Parlement européen. Vous parliez des discussions à huis clos. Est-ce qu'il y a un grand travail de transparence à faire sur le fonctionnement à la fois du Parlement, mais d'ailleurs peut-être au-delà des institutions européennes, que les citoyens européens sachent, et peut-être un droit de regard un peu plus important sur ce qui se passe au sein de l'Europe, quoi. Oui, c'est un de mes combats principaux, la transparence, parce que, en fait, les lobbies se jouent de cette opacité. Et je pense qu'il faut agir à plusieurs niveaux et en plusieurs étapes. Première étape immédiate, il est évident que la vice-présidente du Parlement européen doit démissionner de ses fonctions. Je vais même plus loin, elle doit démissionner de son mandat. Nous avons demandé également, ce matin, va s'ouvrir la session plénière à Strasbourg. Mon groupe de la gauche, nous allons demander à la fois un débat et une résolution sur ce scandale et une commission d'enquête pour faire toute la lumière sur les défaillances des institutions européennes. Ce qui nous amène à ce que l'on peut et doit faire à moyen terme, c'est revoir complètement les règles éthiques de notre institution européenne. Ça fait longtemps aussi que nous le demandons depuis le début du mandat. Je pense que je vous avais déjà parlé au début de mandat d'une autorité éthique indépendante que nous avions obtenue dans la feuille de route de la Commission européenne et puis pouf, qui est passée à la lessiveuse et qui a disparu au fur et à mesure des années et qui doit nous permettre de revoir les règles éthiques, d'avoir un registre obligatoire, par exemple, pour les députés et s'assurer qu'on fasse, pour une fois, un peu primer l'éthique sur manifestement le fric, puisque du fric est directement impliqué dans cette affaire. Il nous reste à peu près une minute. Je voudrais qu'on parle très rapidement d'une autre affaire. Mercredi dernier, vous avez écrit sur votre site internet « J'apprends avec stupéfaction et colère, grâce à l'enquête du journal Politico, que j'aurais été mis sous surveillance en raison de mes prises de position contre l'enrichissement de Bernard Arnault pendant la crise sanitaire et pour la taxation des superprofits de LVMH. » Dans les documents, rien ne prouve sur Politico que LVMH ait été directement impliqué dans la commande de ce rapport. Il faut le préciser. Est-ce que vous avez l'intention de donner une suite judiciaire à cette affaire ? Pour donner un peu plus de précision, en effet, sur cette affaire rapidement, c'est une boîte de cybersurveillance qui s'appelle Alternative, qui a fait en effet un compte-rendu dans lequel mon nom apparaît pour une autre entreprise, qui est une entreprise avec laquelle travaille LVMH. Il est précisé que cette mise sous surveillance est pour mes prises de position, précisément sur LVMH, d'où le lien qui a été fait. Et en effet, je compte donner des suites judiciaires avec notamment en utilisant un référé pour demander des comptes à l'entreprise en question, savoir quelle est la durée, l'ampleur de la mise sous surveillance, avoir accès au compte rendu et ensuite envisager un dépôt de plainte parce que je pense que notre démocratie là aussi est souillée quand on met sous surveillance des élus. Merci Manon Aubry, bonne journée.